Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Delabroix. J'aurai le plaisir de co-animer le séminaire avec Vincent qui se présentera juste après. Merci de vous être inscrits et de participer. Ce webinaire est présenté par la Cité de la RSE et de l'Impact. Il s'inscrit dans le cadre d'une programmation plus générale avec différents médias, des émissions, des interviews, des podcasts et des webinaires donc. Et il est initié par la fondation Oikos. Vous pourrez le voir sur notre site si vous souhaitez aller plus loin. Qui suis-je? Je suis consultante Oikos Impact. Oikos Impact, c'est un programme d'accompagnement à la RSE. C'est un programme d'accompagnement des acteurs économiques qui permet une mise en relation avec des experts comme Vincent, par exemple, à savoir que ce programme est collaboratif et digital, ce qui le rend accessible vraiment à tous. Alors, les infos clés, le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Rémi de Merseman ou sur notre média en ligne que vous pouvez voir via notre site http://citedelaRSE.fr/impact-RSE. Je remettrai les coordonnées dans le chat. Les liens seront envoyés avec le support puisque je pense que Vincent mettra à disposition son support. Donc, notre expert du jour est Vincent Cossack. Le webinaire est prévu pour durer 1 heure. On peut déborder. Je crois que la présentation de Vincent est costaud, donc il y a de grandes chances qu'on déborde. Mais comme il y aura un replay, si vous avez un timing assez serré, on pourra voir après. Je vous propose donc d'écouter Vincent. Je vous rappelle que le webinaire sera enregistré. Il y aura un replay. On est parti pour 3/4 d'heure de présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. On les abordera plutôt à la fin, sauf si je vois qu'il y en a vraiment une qui est pertinente au moment où Vincent parle, et dans ce cas-là, je me permettrai d'intervenir. Merci Vincent, bonjour, et je te laisse la parole. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation et pour l'occasion de présenter donc effectivement une de mes activités autour des bilans gaz à effet de serre et de la stratégie climat des entreprises et des collectivités. Voilà. Donc le sommaire, on va d'abord, je vais rapidement présenter mon bureau d'études qui s'appelle Effet de levier. Après, je ferai un petit quiz d'introduction où vous pourrez répondre sur le chat sur différentes questions liées aux émissions de gaz à effet de serre et au bilan carbone. Et puis après, on parlera des enjeux climat, du contexte et des objectifs pour la réalisation d'un bilan gaz à effet de serre réglementaire, comment se déroule une étude, et puis l'écosystème effet de levier, les outils et les partenaires avec lesquels on travaille sur ces sujets-là. Donc, en premier lieu, la présentation effet de levier. Assez rapidement, l'objectif, j'ai créé ma structure alors en plein confinement, en mars 2020, à la sortie de différentes expériences, notamment en tant que responsable développement durable au sein de groupes de restauration collective. Et mon objectif, quand j'ai créé la structure, c'était vraiment de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui est une démarche qui a été lancée par les Nations Unies et Kofi Annan en 2015, et qui vise à remplir 17 objectifs, dont 3 sur lesquels je souhaite intervenir. L'objectif 2, c'est lutter contre le fin zéro et lutter contre le gaspillage et promouvoir la restauration responsable. Donc effectivement, comme je vous ai dit, j'ai un passé de responsable développement durable au sein d'un grand groupe de restauration collective, et donc je souhaite mettre à profit finalement tout ce que j'ai pu développer lors de cette expérience. Il y a l'objectif 12, consommation et production responsable. Donc l'idée, c'est d'inscrire la RSE au cœur des organisations, et je me base là-dessus sur le label Lucie notamment, sur la méthodologie du label Lucie. Et j'accompagne aussi des TPE, PME pour répondre à des questionnaires RSE type EcoVadis ou Acésia. Et enfin, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'objectif 13 de développement durable des Nations Unies, qui vise à faire la mesure relative à la lutte contre le changement climatique. Et c'est ce dont on va parler donc tout au long de ce webinaire. Mon objectif, c'est effectivement clairement de donner des repères, d'éveiller les consciences, de faciliter les prises de décision et d'accompagner l'action.
Alors, je commence par un petit quiz d'introduction parce que je trouve que c'est quand même toujours plus sympa quand les webinaires sont un peu interactifs et que vous pouvez participer. Donc, la première question, c'est est-ce que l'effet de serre, selon vous, c'est un phénomène naturel, oui ou non? Alors, je ne sais pas si moi, je n'arrive pas à voir le chat, Nathalie. Je ne peux pas Alors, entrer je à te cette dis ça, conversation-là. moi je le dis. Oui. Oui et Oui et non. non, j'ai une réponse. Oui, Ah j'ai oui et un non. autre oui et non. Alors, effectivement, c'est oui et non, on va dire, mais c'est oui, au sens où c'est un phénomène naturel, avant que les activités humaines, effectivement, ne viennent alourdir finalement et compléter cet effet de serre naturel. Au départ, c'est un effet de serre donc naturel euh, qui, euh, qui permet effectivement à la vie sur Terre, qui a permis, pardon, l'apparition de la vie sur Terre. On va le voir un petit peu après. Sans l'effet de serre naturel, justement, de combien de degrés la planète sera-t-elle plus froide? Est-ce que c'est 18 degrés, 33 degrés, 45 degrés ou 64 degrés? Je réponds pas, hein. Je connais les réponses, donc. Ok. Si vous pouvez écrire les réponses, certains d'entre vous. Alors, j'ai 45. 45 degrés, 64. Ouais. Eh ben pour l'instant, je n'ai pas la bonne réponse. Donc, il ne reste plus que 18 ou 33. Qui va me la donner? Encore une chance sur deux. J'ai Ah bah 18. non, 18, Daniela, c'était pas non plus la bonne réponse. Donc effectivement, c'est 33 degrés, comme vous le voyez sur la petite carte d'ailleurs en haut à droite. On est passé finalement de moins 18 degrés à plus 15 degrés grâce à l'effet de serre naturel, là uniquement. Et c'est encore une fois ce qui a permis à la vie d'apparaître sur la Terre. Je continue mon petit quiz. Ça met du temps à passer les diapositives. Ah, ça passe pas. Ah si. Alors, comment appelle-t-on l'effet de serre qui n'est pas naturel? Parce qu'effectivement, l'effet de serre est un phénomène naturel au départ, mais il y a effectivement les activités humaines qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Et le fait donc que ces activités humaines génèrent des émissions de gaz à effet de serre, comment cela s'appelle-t-il? Donc, mercantique, curatif, additionnel, anthropique ou préventif? Alors, j'ai anthropique comme réponse proposée, comme plusieurs Alors, j'ai deux réponses. bonnes réponses. On peut avoir deux bonnes réponses. Et effectivement, anthropique est une des deux bonnes réponses. Anthropique, anthros, qui veut dire qui vient de l'homme, hein, finalement. Et donc, pour le coup, comme ça vient s'ajouter à l'effet de serre naturel, ça s'appelle aussi l'effet de serre additionnel. Maintenant, quelles sont les trois énergies fossiles utilisées par l'homme et qui, vous le voyez sur le graphique, génèrent des émissions de gaz à effet de serre ou une croissance, une augmentation forte des émissions de gaz à effet de serre. Alors là, on n'a pas les dates, mais on le verra sur un schéma un peu plus tard, à partir de 1950. Donc, quelles sont les trois énergies fossiles qui sont utilisées par l'homme et qui génèrent les émissions de gaz à effet de serre anthropiques ou additionnelles? Est-ce que c'est le gaz, l'éolien, le solaire, le nucléaire, le charbon ou le pétrole? Donc, les trois énergies fossiles. Charbon, pétrole et gaz. On me dit les trois là. Tout à fait. Eh bien, vous avez tous bon. Parfait. J'ai une réponse avec Effectivement. nucléaire en plus, mais bon. Non, le nucléaire, ce n'est pas une énergie fossile. Non, non. Et donc, effectivement, c'est la combustion du charbon, du pétrole et du gaz qui fait qu'effectivement, ça génère des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère. Alors maintenant, quels sont les quatre grands secteurs d'activité humaine à l'origine des émissions anthropiques? Donc, on a vu que c'était lié à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, pas du nucléaire, hein, Angélique. Mais quels sont les quatre grands secteurs d'activité à l'origine de ces émissions anthropiques? Alors, c'est peut-être une question un peu trop vague, mais malgré tout, c'est important d'avoir en tête les secteurs d'activité qui sont générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour l'instant, je n'ai aucune proposition. Ah, agriculture. Jean-Pierre me dit agriculture, habitat, transport et industrie. Eh bien, on est pas mal du tout. Agriculture, transport et industrie aussi pour Jean-Pascal. Et l'habitat. Eh bien, écoutez, vous avez effectivement cité les quatre secteurs principaux, le transport, l'agriculture, l'utilisation des bâtiments, alors c'est l'habitat, effectivement, et l'industrie. Donc,
Maintenant, en moyenne, au niveau mondial, je précise bien au niveau mondial, quel est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre affectées à chacune de ces activités? Sachant que, bien évidemment, ça va varier d'un pays à l'autre et d'une personne à l'autre, et d'un pays à l'autre. Et là, en fait, ces informations sont issues du rapport du GIEC, le GIEC étant le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Et les cartes sont issues d'un jeu qui s'appelle la fresque du climat. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais qui propose effectivement de sensibiliser les personnes à travers un jeu de cartes en mettant les liens de cause à effet. Donc, ces cartes-là sont issues de la fresque du climat et les données sont issues du rapport du GIEC. Voilà. Et donc, est-ce que… alors, pour le transport, par exemple, vous me dites, pour le transport, c'est combien? C'est 15, 20, 25 ou 40%? Je connais les chiffres français, mais pas forcément les chiffres mondiaux. Donc, Alors, vous avez dit agriculture 40, c'est pas ça. Transport 25, c'est pas ça. Habitat 20, c'est pas ça. Jean-Pascal, je pense que 20, c'est pour le transport, c'est pas ça non plus. Donc, pour le transport, on n'est pas loin des 20 quand même, hein. Et encore une fois, ça varie d'un pays à l'autre et d'un territoire à l'autre. Mais on est sur, en moyenne, 15% des émissions générées au niveau mondial par le transport. Sur l'agriculture. Sur l'agriculture, selon vous, est-ce qu'il nous reste pour le coup 20%, 25% ou 40%? c'est assez important l'agriculture, je pense. Alors, sur l'agriculture, c'est assez important, mais c'est-à-dire, Nathalie, combien? 20, J'ai une 25 proposition de ou 40 40? là. On Non, propose c'est pas… 40, non. 25. Effectivement, c'est 25. C'est 25. Encore une fois, je le redis, hein, mais parce que c'est important, hein, c'est une moyenne. Sur l'utilisation des bâtiments, donc l'habitat, est-ce que c'est 20% ou 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui sont générées par l'habitat? Une chance sur deux, 20%, c'est effectivement ça. Et donc, il nous reste 40% pour l'industrie. J'aurais mis l'inverse, tu vois. Non, l'industrie, notamment effectivement les industries énergivores qui utilisent beaucoup d'électricité ou d'autres combustibles tels que la papeterie, les cimenteries, etc., sont très générateurs de gaz à effet de serre pour le coup. Maintenant, parmi ces pays, quels sont les plus émetteurs en valeur absolue? Quels sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre en valeur absolue? Alors, il y a une liste assez importante de pays, la Corée du Sud, l'Inde, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou le Canada, en valeur absolue, hein. Quels sont les pays, les deux pays, on va dire, les plus émetteurs de gaz à effet de serre? États-Unis, effectivement, je vous confirme, les États-Unis ne sont pas connus pour leur sobriété énergétique. Et la Chine, parfait Jean-Pierre, c'est ça. Donc effectivement, la Chine et les États-Unis sont les deux pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre en valeur absolue. Mais bon, ce qu'il faut bien voir aussi sur ces données, c'est que la Chine, elle exporte la majorité de sa production et des biens fabriqués dans ses usines. Et d'une certaine manière, les pays riches ou les pays développés comme la France, on a tendance à délocaliser finalement un peu nos émissions en achetant des produits qui sont fabriqués en Chine ou ailleurs. Voilà. Et puis les États-Unis, comme on le disait, ne sont pas vraiment connus pour leur sobriété énergétique. Maintenant, si on ramène ça, hop, ça passe à la suivante. Voilà. Maintenant, si on ramène ça par habitant, quels sont les deux pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre en ramenant leurs émissions par habitant? Donc, Arabie Saoudite, Australie, Bahreïn, Koweït, États-Unis, Kazakhstan, Nouvelle-Calédonie, Brunei, Qatar ou Émirats arabes unis. Alors, c'est peut-être un petit peu plus difficile, je pense, que la question précédente. Et là, c'est des émissions ramenées par habitant. Le Qatar, c'est une bonne réponse, Jean-Pierre. Effectivement. Jean-Pascal aussi, c'est une bonne réponse. Et donc, le deuxième. Est-ce que vous avez une idée sur le deuxième? J'aurais mis Brunei ou Arabie Saoudite. Émirats arabes unis, non, même si effectivement, c'est Non. aussi un pays qui émet fortement des émissions par habitant. Mais… Donc oui, Daniela, effectivement, le Qatar, c'est bon. Et le deuxième, pour l'instant, n'a pas été cité. Qatar et Émirats, je vois, mais oui, non.
Oui, non, mais ce n'est pas les Émirats. Bon, même s'ils ne sont pas très très loin non plus, hein. Mais je donne la réponse pour le coup. Hop. Les États-Unis? Non, ramené par habitant, ce n'est pas les États-Unis. Ramené par habitant, on est sur le Qatar et le Koweït. Donc vous voyez, hein, les Émirats arabes unis sont clairement pas très loin d'être dans les deux premiers. Et en fait, bon, bah, c'est effectivement, comme vous le savez, des pays qui ont une forte exploitation pétrolière et gazière et qui sont peu peuplés. Donc quand on ramène les émissions par habitant, bah, effectivement, ça représente, vous voyez, pour le Qatar, 49 tonnes CO2 par habitant. Euh, pour le Qatar, 25 pour le Koweït, etc. Jusqu'à, vous voyez, on voit pas de pays, on voit pas de pays européens, mais l'Allemagne est finalement pas si loin parce que bah, l'Allemagne continue à fournir son énergie avec le charbon notamment. Voilà. Alors après, euh, ni la Chine. Je ne comprends pas bien la question. Posez une question si vous voulez, Jean-Pierre, pour être plus précis. Et donc en France, quel est le budget carbone par habitant, selon vous? Donc là, on a vu pour le Qatar, on était à 49 tonnes de CO2 par habitant. Pour un Français, vous pensez qu'on est à combien de tonnes CO2 par habitant? Oui, par habitant, effectivement, la Chine produit peu de gaz à effet de serre parce qu'ils sont très nombreux, tout simplement. Donc ramener par habitant, ça devient finalement assez relatif. Plus de Donc, 10, je dirais. ah bah écoute, apparemment il n'y a pas de réponse. Donc effectivement, en tout cas, ta réponse est la bonne. On est légèrement au-dessus de 10. On est à 11 tonnes de CO2 par Français en moyenne sur une année. Bien évidemment, ça varie d'un citoyen à un autre en fonction de son mode de vie, de son mode de déplacement, de ce qu'il mange. Voilà, donc c'est une moyenne, mais en moyenne, on est à 11 tonnes de CO2. Et là, on comptabilise aussi bien les émissions importées que les émissions produites sur le territoire. Donc 11 tonnes de CO2 par habitant et par an en France. Ça se décompose de la manière suivante, les 11 tonnes. Donc, on va dire quasiment un quart de mobilité, un quart de logement, un quart sur les biens et services et un quart sur l'alimentation. Voilà. On en parlera tout à l'heure au niveau des engagements et des engagements internationaux et nationaux. Mais vous avez déjà sûrement entendu parler de l'accord de Paris en 2015. Et l'accord de Paris indique que pour un Français, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 de 11 tonnes à 2 tonnes de CO2. Donc ça paraît quand même assez énorme comme gap. Mais ce qu'il faut voir, c'est que bien évidemment, il y a sur les 9 tonnes de réduction, il y a un quart de ces 9 tonnes qui seront faites, qui doivent être faites par des initiatives personnelles. Donc là, au niveau du citoyen, manger moins de viande, se déplacer plutôt en train qu'en voiture ou qu'en avion. Voilà, à des initiatives vraiment personnelles. D'ailleurs, personnel, c'est 2LES, ce serait mieux. Et 3 quarts grâce à des initiatives collectives. Donc, les initiatives collectives, c'est effectivement ce que l'État va pouvoir mettre en place en termes de réglementation, ce que les entreprises vont pouvoir faire pour réduire le poids carbone de ce qu'elles vendent et de ce qu'elles proposent, des matériaux et des produits qu'elles proposent. Donc, c'est un effort finalement collectif. Et comme le dit la théorie finalement du colibri que vous connaissez peut-être, l'idée c'est que chacun doit faire sa part. Voilà. Maintenant, on parle beaucoup de CO2. Et c'est vrai que c'est une unité qui est quand même moins palpable que le kilo ou que les mètres, pour lesquels on arrive plus facilement à visualiser ou à se rendre compte de ce dont il s'agit. Une tonne d'équivalent CO2, bah, finalement, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc, combien de kilomètres faisons-nous, selon vous, pour faire une tonne équivalent CO2? Pour générer une tonne équivalent CO2 dans l'atmosphère, combien de kilomètres, selon vous, est-ce qu'on génère? Est-ce qu'on peut faire, pardon, pour générer une tonne d'équivalent CO2? Une petite réponse au hasard? C'est plus facile avec des QCM, hein? Oui, c'est sûr, Ah, effectivement, j'allais c'est dire vrai. 1000, mais bon. 1000 1000, kilomètres, non. ouais. Plus, pour le coup, plus. On est sur quasi. 2000, Et moins. On est entre les deux, Jean-Pascal. 10 000. Entre 1000 et 10 000, et Nathalie, effectivement, c'est ça. Ouais. Alors, ça dépend après, encore une fois, de la puissance de la voiture, du parcours qu'on fait, est-ce qu'on est en urbain, pas urbain, du nombre de personnes qui sont dans la voiture aussi. Mais si on est tout seul dans la voiture, et sur une voiture classique diesel ou essence 4 chevaux,
eh bien, en fait, on parcourt 8000 km en voiture, on génère 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Combien de tonnes de papier, de feuilles de… Enfin, non, pardon, pas combien de tonnes. Après, j'ai l'équivalence en tonnes, mais combien de feuilles de papier A4, selon vous, ça… Oula. Combien de tonnes de feuilles de papier A4 on peut produire? Et ça génère à ce moment-là 1 tonne de équivalent CO2. Donc là, c'est beaucoup. Hein. Tonnes, feuilles ou tonnes de feuilles? Feuilles. Combien de feuilles de papier Il va y en A4 avoir beaucoup quand même. on peut produire? Quelques-unes, effectivement. Allez, je dévoile les réponses parce que sinon, effectivement, après les 45 minutes vont passer rapidement. Donc, 220 000 feuilles de papier A4, ce qui correspond en gros à 1,1 tonne de papier. C'est quasiment 1 tonne de papier pour 1 tonne équivalent CO2. Voilà, en production. Combien de jours de chauffage au gaz? Ça doit assez vite. C'est pas assez vite, je crois. Ça va assez vite, effectivement. On est sur 50 jours de chauffage au gaz. Et bien sûr, l'électricité, vu que l'électricité en France est nucléaire, eh ben, on va pouvoir se chauffer plus longuement à l'électricité qu'au gaz pour générer 1 tonne de CO2, 3 fois plus quasiment, puisqu'on est sur 160 jours de chauffage à l'électricité pour générer 1 tonne d'équivalent CO2. J'ai encore quelques petites quiz, notamment là sur la partie restauration, que je trouve assez intéressant, parce qu'on parle souvent effectivement des émissions liées au bœuf, qui, comme vous le savez, émettent du CH4, hein, du méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, 25 fois plus puissant qu'une tonne de CO2. Et donc, combien de tonnes de tomates de saison, je dis bien des tomates de saison, est-ce qu'on peut produire en générant 1 tonne équivalent CO2, toujours? Beaucoup. Ah, beaucoup, ça fait combien? 100. 10 tonnes. Ah, 10 tonnes, Jean-Pascal, un peu moins. Oui, beaucoup moins pour toi, Nathalie. Ah oui? Ah oui, beaucoup moins. C'est Et pas beaucoup Jean-Pascal, alors. donc c'est moins que les 10 tonnes. C'est 3 fois moins, en l'occurrence, puisqu'on est sur 3 tonnes de tomates de saison. Et ce qui est intéressant de comparer ça, c'est ces tomates de saison avec des tomates qui sont produites sous serre chauffée. J'ai peut-être oublié aussi le terme chauffé là, mais avec des tomates qui sont produites sous serre chauffée et qui demandent donc 10 fois plus d'énergie finalement que la production de tomates de saison. Selon vous, combien de tonnes de tomates sous serre chauffée est-ce qu'on peut produire et on va générer à ce moment-là la fameuse tonne équivalent CO2? Bah, beaucoup moins du coup. Beaucoup moins du coup, c'est ça, exactement. 0,3 si je t'ai divisé par 10, donc 0,3, ouais, c'est à peu près ça, effectivement. Bah, ça veut dire que tu as bien écouté ce que j'ai dit, effectivement, puisqu'on ouais. considère qu'effectivement, il y a 10 fois plus d'énergie nécessaire pour produire une tomate sous serre chauffée. Mais ce n'est pas tout à fait 10 le facteur, on est à 0,45, donc 450 kg de tomates sous serre chauffée. Donc, vous voyez que nos choix vont vraiment impacter aussi sur notre propre empreinte carbone à titre personnel. Alors après, la comparaison entre le bœuf et le cochon, on est sur des ruminants, le bœuf, donc qui émettent du CH4 lors de la rumination, et puis de la viande blanche. Ah, il y a une interruption. J'en vois un. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Bœuf, selon vous. Ah ben c'est revenu. Il y a eu une petite interruption de connexion, Ah, d'accord. mais tu es revenu, donc c'est bien. Ok. Donc on en était à combien de kilos de bœuf on peut produire en générant 1 tonne équivalent CO2? Très peu. Très Très peu. peu. 500 grammes. Alors un petit peu plus quand même. Un petit peu plus parce que ça veut dire que sinon, dès que vous mangez un steak, vous mangez, enfin, vous émettez 0,5 tonnes équivalent CO2. Et pour le coup, les 11 tonnes équivalent CO2, ça va être vite atteint. Donc, heureusement, un peu plus que 500 grammes de bœuf pour 1 tonne CO2. On va être sur, enfin un peu plus, quand même beaucoup plus, mais voilà, on va être sur 35 kilos de bœuf qui génère 1 tonne équivalent CO2. Et pour le cochon, pour le coup, qui n'est pas un ruminant, qui est de la viande blanche, combien de kilos de cochon on peut produire avec 1 tonne CO2? Plus que le Plus, bœuf, donc. effectivement. Alors, ça dépend quel type d'élevage, toujours, hein, mais 100 kilos. Alors, un petit peu plus encore. Un petit peu plus que les 100 kilos. On est sur 2 fois plus. Ah mince, pardon. On est sur 200 kilos de cochon produits qui génèrent une émission de 1 tonne CO2 équivalent. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, aussi
là, je n'ai pas fait le quiz là-dessus, mais par exemple, un repas végétarien, pour un repas végétarien, c'est 2000 repas végétariens, ça va générer en moyenne 1 tonne équivalent CO2, contre 150 repas avec du bœuf. Voilà, classique avec du bœuf. Donc, vous voyez, entre 150 et 2000 repas, en fonction de son alimentation et, et des choix qu'on va faire, finalement, on va pouvoir réduire assez drastiquement finalement l'impact de l'alimentation d'un citoyen. Voilà pour le petit quiz et je vous remercie pour votre participation, Nathalie et tous ceux qui ont participé sur le chat. Maintenant, après ce petit quiz d'introduction, l'idée c'est de parler des enjeux climat. J'avais une petite question sur, selon vous, quelle est la différence suivez le bœuf, disait la pub. Ah pardon, excusez-moi, je le dis en même temps dans le chat, ça ne va pas le faire. Mais le bœuf est important, hein, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en manger. Enfin, je reviens dessus pour le coup 2 secondes, mais je pense que l'important, c'est surtout de varier son alimentation. Enfin, moi, je ne suis pas végétarien, mais par contre, clairement, j'ai décidé depuis plusieurs années de varier mon alimentation, de manger du poisson, de manger du bœuf, de manger de la viande blanche, et puis des fois de manger végétarien. Voilà. Alors maintenant, donc les enjeux climat. Après, qu'est-ce qu'on entend par climat finalement? C'est un peu l'objet de cette diapositive. C'est quelle est la différence selon vous entre la météo et le climat? Alors bon, comme là, on n'est que sur le chat, c'est pas obligatoirement évident, donc je vais afficher les réponses. Et la météo, en fait, c'est le temps qu'il fait à un moment donné, à un endroit donné. Voilà, quand vous avez la météo de votre commune, du lundi, l'après-midi, voilà, ça, on parle de météo. Le climat, c'est bien autre chose. Le climat, en fait, ce sont des valeurs moyennes sur différents paramètres météorologiques, que sont la précipitation, les températures, la nébulosité et d'autres, et qui sont mesurées surtout sur des longues périodes et sur des secteurs géographiques vastes. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre sont des gaz qui ont un temps de vie dans l'atmosphère très, très important, très long. Contrairement aux radicaux, à d'autres gaz, des radicaux qui, par exemple, sont à l'origine du trou de la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est un phénomène qui est très local parce que c'est lié à des radicaux qui restent très peu de temps dans l'atmosphère. Et donc, c'est vraiment régionalisé. Par contre, le climat, vu que le CO2, le CH4, les protoxydes d'azote ou autres vont rester très longtemps dans l'atmosphère, et ben, ils vont être balayés par les vents, par les différents intempéries et conditions météorologiques. Et donc, ils vont pouvoir effectivement finalement avoir un impact sur l'ensemble du territoire mondial et pas uniquement sur une zone bien précise. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le climat, effectivement, c'est sur des longues périodes et sur des secteurs géographiques vastes, contrairement à la météo qui indique le temps qu'il fait à un moment donné, à un endroit donné. Et donc, pour parler de climat et d'évolution climatique, il faut nécessairement, finalement, observer différents paramètres sur différentes caractéristiques sur des temps d'observation très longs. Donc, en moyenne, 30 ans d'observation sont nécessaires pour définir des caractéristiques d'ordre climatique. C'est-à-dire qu'en gros, une tempête très violente à un endroit donné n'est pas signe d'un changement climatique. C'est la fréquence des tempêtes observées sur de longues périodes et l'augmentation de cette fréquence qui, effectivement, peut indiquer un changement climatique ou peut être en cohérence, en corrélation avec un changement climatique. L'échelle de temps, c'était ça, Jean-Pascal, tout à fait. C'est vraiment une échelle de temps qui différencie la météo et le climat. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, on a vu cette petite carte tout à l'heure avec le moins 18, plus 15, donc les 33 degrés qui ont été générés par l'effet de serre naturel. Donc, un gaz à effet de serre un gaz est dit à effet de serre s'il est capable d'absorber du rayonnement infrarouge émis par la Terre et de le renvoyer. Et donc, vous connaissez tous, effectivement, je pense, le phénomène d'être sous une serre et on a plus chaud qu'à l'extérieur parce qu'effectivement, les gaz sont emprisonnés. Et donc, finalement, le budget énergétique de la Terre va s'augmenter et va augmenter, donc finalement, va impliquer l'augmentation de la température à la surface du globe. Donc, j'ai cité là déjà quelques gaz à effet de serre, mais il y a effectivement le CO2, bien évidemment, le dioxyde de carbone, qui est généré par la combustion notamment des 3 énergies fossiles dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le CH4, dont j'ai parlé aussi, par rapport à l'agriculture et la rumination donc de certains animaux. Il y a le protoxyde d'azote que j'ai évoqué aussi brièvement juste avant,
qui lui est issu essentiellement de l'agriculture et des engrais azotés. Et puis, il en existe plein d'autres, dont, par exemple, aussi tout ce qui est gaz frigorigène, comme les HFC, PFC, ou peut-être que ça parle à certains d'entre vous, les R22, R134A, qu'on va retrouver finalement dans les installations de climatisation et de ventilation, et qui sont, eux, encore bien plus puissants que le CH4, que le méthane, et qui sont des gaz à effet de serre très puissants. Donc, par exemple, quand vous avez une fuite ou une micro-fuite sur une installation de climatisation, eh bien, finalement, ça va générer énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, par rapport au phénomène anthropique, au phénomène gaz à effet de serre, donc là, c'était l'effet de serre naturel juste avant, et là, on est sur le phénomène gaz à effet de serre anthropique. On voit qu'il y a une évolution de la température, on voit assez nettement qu'il y a une évolution de la température, de la concentration en CO2, pour rester que sur le gaz CO2 de 1860 à 2012. Mais si on avait le graphique pour les autres gaz, eh bien, ce serait à peu près la même chose, avec une augmentation très forte, voire exponentielle, à partir des années pré-industrielles, 1950. Et on voit que cette augmentation des émissions, de la concentration en CO2 dans l'atmosphère est très clairement corrélée à l'évolution des températures moyennes mondiales à la surface du globe, également à partir de 1950, qui croît de manière importante. Donc en fait, les activités humaines, l'industrie notamment, et le transport, enfin voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les différents secteurs et les activités humaines, sont vraiment à l'origine des émissions de gaz à effet de serre et de l'augmentation de la température à la surface du globe. Donc, depuis la fin du 19e siècle, pour un petit chiffre, la température moyenne mondiale a augmenté de plus de 1,1 degré déjà. Alors ça, je ne vais pas m'étendre obligatoirement sur cette diapositive. Vous aurez le lien quand on vous transmettra effectivement le support de présentation. Là, vous avez un lien, si vous cliquez dessus, il y a une carte qui vous permet de voir effectivement l'ensemble des impacts et les zones géographiques qui sont touchées par les différents impacts générés par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Donc, les différents impacts, c'est la baisse des précipitations, la désertification, les activités cycloniques, la montée du niveau de la mer, la fonte du pergélisol, etc. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant et en tout cas de vous donner le lien aussi pour que vous puissiez aller voir finalement quelles sont les zones les plus touchées. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la carte, les zones les plus touchées sont souvent les zones les plus défavorisées déjà au départ, comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Ou encore l'Asie. Hémisphère sud, effectivement, essentiellement. Alors, j'aurais pu mettre la carte où je clique tous les impacts et on voit qu'il y a aussi quand même des impacts au niveau de l'hémisphère nord, notamment sur la montée des eaux. Mais effectivement, les premiers à subir finalement les impacts du changement climatique, c'est clairement les pays en voie de développement ou sous-développés. Alors, je passe. Ah, voilà. Donc là, ici, ce que je vous présente sur cette diapositive, c'est les résultats, finalement, du rapport du GIEC. Encore une fois, le GIEC, comme je vous le disais, c'est le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, qui tous les 5 ans remet son rapport. En fait, c'est plus de 150 experts qui se réunissent, qui analysent toutes les études qui ont été faites sur le climat et qui, finalement, font des modèles, des scénarios pour voir à horizon 2100 quelle sera l'augmentation de la température en fonction des différents scénarios. Donc, il y a des scénarios qui sont pessimistes, mais tendanciels, et qui ont d'ailleurs fortement augmenté par rapport au premier rapport du GIEC. On voit ici là, que les scénarios pessimistes indiquent une augmentation de la température de 6 à 7 degrés. Alors, je précise qu'entre une période interglaciaire et notre période actuelle, il y a une différence de degré de 5 degrés à la surface du globe. Donc, vous imaginez l'impact que ça aurait si on continue à produire et à consommer de la même manière que ce que l'on fait actuellement et de manière exponentielle. 6 ou 7 degrés, je dirais, les conséquences seront vraiment catastrophiques. Après, il y a le scénario effectivement optimiste, qui est le scénario en lien avec tous les engagements dont on va parler juste après, dont on a déjà un peu parlé aussi par rapport à l'accord de Paris, qui vise, le scénario optimiste, c'est un scénario qui vise finalement à limiter l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Voilà. Et comment on va y arriver? Eh ben, l'idée, c'est d'y arriver en réduisant de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et en étant neutre en 2050.
Alors, Nathalie, tu n'hésites pas à me dire par rapport au temps, mais je pense que je ne suis Pour pas trop l'instant, mal tu es encore. bien. Hmm. Alors, par rapport aux engagements, aux engagements au niveau de l'Europe, bah, tout simplement, il y a eu un plan qui s'appelle le Climate Target Plan qui a été validé par l'Union européenne, qui vise, bah, conformément à ce qu'on vient de voir juste avant et au rapport du GIEC, qui vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et d'être neutre en carbone à horizon 2050. Donc ça, c'est les engagements au niveau européen. Donc l'accord de Paris, là je vous mets une petite diapo sur l'accord de Paris. On voit en rouge ici les émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 1970 et 2016. Et puis après, on voit d'autres scénarios, effectivement, l'évolution des émissions en fonction de différents scénarios. Donc si on continue à faire la même chose, là en orange tout en haut, la poursuite des émissions au rythme actuel, donc on voit que ça augmenterait la température de 2,6 à 4,8 degrés à horizon 2035, voilà, 2040, pardon. Si on respecte les engagements de réduction qu'on a vus juste avant avec l'accord de Paris et avec les engagements européens, et bien finalement, on se rend compte que ces engagements ne permettent pas de réduire et d'aller sur le scénario optimiste de 2 degrés, mais que ça amènera quand même une hausse de température de 3 à 3,2 degrés. Et puis après, il y a des trajectoires d'émissions qui sont nécessaires voilà, pour réchauffer, pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais donc, il y a 196 pays qui ont été signataires de cet accord de Paris. Et on voit donc encore une fois que si les États atteignent tous les objectifs, le réchauffement global serait encore de 3 à 3,2 degrés. Donc clairement, les efforts sont encore insuffisants pour contenir l'augmentation de la température à 2 degrés et aller sur le scénario optimiste. Donc c'est bien, mais peut mieux faire. Hop. En France, plus spécifiquement en France, et là l'idée c'est pas obligatoirement de développer toute la stratégie nationale bas carbone qui a été mise en place à partir de 2015, mais l'idée c'est de bien comprendre que finalement donc l'Europe s'est engagée à réduire ses émissions, qu'après chaque État finalement a remis son rapport pour être conforme aux engagements de l'Europe et donc réduire également ses émissions, et donc la France a alloué des budgets carbone par périodes successives, donc sur des périodes de 4-5 ans, et par grand domaine d'activité. Voilà, par exemple, on voit qu'effectivement, le résidentiel tertiaire sur ce cas-là, eh bien, il a augmenté finalement de 14,5% ses émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il devait les réduire drastiquement. Donc, il n'est pas dans la cale, et l'objectif, c'est de réallouer finalement des budgets carbone par période successive, encore une fois, et par domaine d'activité, en fonction des résultats obtenus sur la période précédente. Hop. J'essaie de passer. Voilà. Donc ça, c'était la présentation des enjeux climatiques au niveau mondial, européen et français. Maintenant, quel est le contexte plus spécifiquement et les objectifs, et quels sont les objectifs d'un bilan gaz à effet de serre réglementaire? Puisqu'en France, effectivement, il y a cette allocation de quotas d'émissions et il y a l'obligation de réaliser un bilan gaz à effet de serre qui est issu de la loi Grenelle 2 de l'environnement de 2010, qui impose finalement, à travers son article 75, qui impose à plusieurs entités privées et publiques de réaliser un bilan gaz à effet de serre. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire concrètement de ces activités. Et en 2015, la loi de transition énergétique et croissance verte a un peu modifié aussi cette obligation, notamment par rapport à la périodicité et à la sanction. Voilà. Et vous avez tous entendu parler aussi, j'imagine, de la Convention nationale sur le climat, Convention citoyenne sur le climat, pour lequel il y a 150 personnes qui ont été réunies et qui ont dû remettre leurs propositions d'action pour réduire. L'objectif, c'était vraiment de proposer des solutions qui permettent de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Ça, c'est pour la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, le bilan gaz à effet de serre réglementaire, issu essentiellement, comme on l'a dit, de la loi Grenelle 2 et de la loi de transition énergétique, eh bien, impose un bilan obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés,
les territoires publics de plus de 250 salariés et les collectivités de plus de 20 000 habitants. Voilà, donc le bilan de gaz à effet de serre est obligatoire pour l'ensemble de ces entités-là. Il faut publier sur le site bilan gaz à effet de serre de l'ADEME les résultats du bilan tous les 3-4 ans, donc tous les 3 ans pour les administrations et tous les 4 ans pour les entreprises. Et si ce n'est pas fait, il y a la possibilité d'une sanction de 10 000 € et de 20 000 € si récidive. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on quand on parle de bilan gaz à effet de serre? En fait, un bilan gaz à effet de serre ou un bilan carbone, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer, d'estimer les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par une activité, par une entreprise, par un site, une activité, une entreprise, un territoire. Et on voit que sur le petit graphique, il y a 3 scopes, 3 périmètres différents, scope 1, scope 2 et scope 3, avec des couleurs aussi un peu différentes. Et en fait, le bilan gaz à effet de serre réglementaire, il ne porte pas sur l'ensemble des postes scope 1, scope 2 et scope 3. Il ne va porter, il ne va s'agir en fait d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées uniquement, entre guillemets, sur le scope 1 et le scope 2. Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion de scope, parce que si tout le monde n'est pas forcément initié à ces notions-là, très vite. En fait, c'est des périmètres. Quand on parle de périmètre, c'est quels sont les postes qui vont être pris en compte. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais effectivement que l'objectif d'un bilan carbone ou d'un bilan gaz à effet de serre réglementaire, c'est d'évaluer les émissions générées par une activité. Donc, si je prends le cas de la restauration, on va comptabiliser les émissions générées par l'électricité ou l'énergie utilisée, le gaz. Donc, on va aller chercher des kilowattheures pour les traduire en équivalent CO2. On va aller comptabiliser le nombre de kilos de bœuf qui ont été générés sur l'année, qui ont été consommés sur l'année dans le restaurant, et on va le traduire en CO2. Et donc, il y a différents postes à prendre en compte. Tous les postes qui sont indiqués sur la droite de la diapositive ici, à savoir l'énergie. Ce qu'on appelle hors énergie, c'est les gaz frigo, essentiellement. Les déplacements avec les moyens de transport détenus par l'organisation. Les autres déplacements, en taxi, en avion, en train. Le fret, notamment effectivement des matières premières dont l'activité a besoin. Tout ce qui est intrant, donc pour un restaurant, encore une fois, les kilos de bœuf, les kilos de fruits et légumes, etc. Les déchets générés et le mode de gestion de chacun de ces déchets. Et puis tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire que, encore une fois, si je prends l'exemple d'un restaurant, un restaurant, il est situé dans un bâtiment. Ce bâtiment, il a fallu le construire et on va finalement, la construction de ce bâtiment a généré des émissions de gaz à effet de serre et on va amortir les émissions qui sont issues de la construction du bâtiment. On va les amortir sur le temps de vie du bâtiment. Voilà, de la même manière qu'on fait des amortissements comptables. Et donc, effectivement, pour en revenir au périmètre, finalement, la différence entre un bilan gaz à effet de serre réglementaire et un bilan carbone, c'est des périmètres qui sont différents. Le bilan carbone, il va prendre en compte tous ces postes-là, tous ceux que je viens de citer, et tous ceux qui sont indiqués sur le petit graphique. Par contre, le bilan gaz à effet de serre réglementaire, lui, ne prend en compte que, entre guillemets, les périmètres 1 et 2, qui englobent les postes énergie, hors énergie, et les déplacements avec des moyens de transport détenus par l'organisation. Donc, vous voyez, je les ai grisés en bleu. Ça, c'est les postes qui sont liés au bilan gaz à effet de serre réglementaire. Et si je veux faire un bilan carbone complet, l'objectif, c'est d'aller chercher aussi des données et des informations sur les autres déplacements, le fret, les intrants, les déchets, etc. Mais la réglementation ne me l'impose pas. Voilà. Est-ce que c'est clair? Un peu plus clair? OK. Donc, le bilan carbone, spécifiquement, ça a été une méthode développée au début des années 2000 par l'ADEME. Alors, moi-même, je suis habilité depuis 2004 pour la réalisation des bilans carbone. J'ai réalisé plus de 60 études, que ce soit pour la restauration, des ensembles des groupes immobiliers, des groupes bancaires ou autres, donc dans différents secteurs. Et donc, c'est une méthode qui a été développée par l'ADEME au début des années 2000 et qui a été reprise par l'association Bilan Carbone, donc l'ABC, au début des années 2000, on va dire. Pour pouvoir parler de bilan carbone, c'est une marque déposée par l'ADEME et l'ABC, justement, l'association Bilan Carbone. Donc, pour pouvoir parler et dire qu'on a fait son bilan carbone, il faut adhérer ou faire appel à un prestataire qui est adhérent de l'association et qui a eu la formation requise pour utiliser les outils.
Donc, l'objectif, c'est bien de faire l'évaluation pour ensuite réduire les émissions de gaz à effet de serre des organisations ou des territoires. Donc, les méthodes sont un tout petit peu différentes, qu'on soit sur une organisation, entreprise ou sur un territoire. Et l'objectif, clairement, c'est de mettre en œuvre une démarche de progrès. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi j'insiste quand je travaille avec mes clients, parce que l'objectif, c'est, même si la réglementation impose une périodicité de 3-4 ans, une fois qu'on a mis en place toute la collecte des données et qu'on sait où aller chercher les données, ce n'est pas inintéressant de mettre en place des actions, bien évidemment, et puis après de refaire son étude, alors tous les ans ou tous les 2 ans à minima, je dirais, pour pouvoir tout simplement piloter ses performances carbone. Voilà. Alors après, il existe d'autres méthodes ou d'autres outils qui visent à mesurer les émissions de gaz à effet de serre d'une activité ou d'un territoire. Et donc, l'outil proposé par l'ADEME et l'association Bilan Carbone est compatible avec toutes ces méthodes, que ce soit donc le bilan gaz à effet de serre réglementaire, une méthode ISO spécifiquement sur les émissions de gaz à effet de serre qui est l'ISO 14064, mais aussi avec la méthode du Carbon Disclosure Project, le CDP ou le GHG Protocol. Donc là, d'une certaine manière, à partir du moment où vous avez fait la collecte des données, vous pouvez avoir des extractions compatibles avec chacune de ces méthodes. Il reste 10 minutes, Vincent. Ah, ok. Ah, je crois que j'ai sauté. J'ai peut-être sauté. Alors, il me semble avoir sauté une slide. C'est pas grave. Je vais faire juste précédent pour voir. Ah non, c'est ça. Ok. Donc, pourquoi faire un bilan carbone? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons et chaque entreprise ou chaque territoire a ses propres raisons, hein, mais d'une manière générale, bien sûr, c'est d'avoir une vision globale de ses impacts environnementaux et notamment carbone. J'insiste sur le fait qu'on n'est que sur la vision carbone, hein, et pas sur les ressources en eau, l'eutrophisation ou d'autres impacts qui, eux, sont pris en compte dans des études qui s'appellent les ACV, hein, les analyses de cycle de vie. L'objectif du bilan carbone, c'est aussi de pouvoir agir à tous les niveaux. Comme je le disais, l'idée, c'est de voir est-ce que c'est l'énergie qui pèse le plus dans mes émissions, est-ce que c'est les transports, est-ce que c'est les déchets. Et en fonction des résultats, je vais pouvoir agir sur 1, 2 ou 3 postes. C'est de sensibiliser et de fédérer les équipes en interne, mais aussi toutes les autres parties prenantes externes, de définir et de piloter des indicateurs de performance, d'alimenter ou de renforcer les démarches de certification. Certaines entreprises créent des fonds carbone aussi sur la base de ces études. Donc, ils font les bilans carbone de leurs différentes entités et ils créent un marché carbone interne à l'entreprise en demandant à l'entité, in fine, en fin d'année, de payer, par exemple, on est généralement autour de 15 € la tonne de CO2. Donc, si une entité génère 1000 tonnes de CO2, le groupe va lui demander, par exemple, de payer 15 000 €. 15 000 €. Et généralement, ces euros sont dépensés dans des associations ou pour des projets de compensation carbone, justement. Donc, après, apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique et puis d'illustrer et de valoriser ses engagements. Alors, je fais vite parce qu'effectivement, 10 minutes. Le déroulement d'une étude. Une étude, concrètement, il y a 5 étapes principales. Bien sûr, la nomination d'un pilote et la définition des objectifs. Ça, c'est vraiment un prérequis essentiel et important. Il faut bien qu'il y ait une personne désignée au sein de l'entreprise ou du territoire pour pouvoir piloter cette démarche-là et organiser toute la collecte des données. L'étape 2, c'est de déterminer les paramètres de l'étude. Donc, quels sont les sites qui vont être pris en compte? Quels sont les postes pour chacun des sites qui vont être pris en compte? Voilà ce qu'on appelle les paramètres de l'étude. Après, bien sûr, d'enclencher et de lancer la collecte des données, qui est vraiment le nerf de la guerre sur ce type de démarche. C'est où est-ce que je vais aller chercher mes données, comment je peux les extraire. Et derrière, bien sûr, on va les exploiter grâce aux tableurs de l'ADEME et de l'association Bilan Carbone. Ça, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de vous accompagner sur la collecte et après de traiter et d'analyser les résultats. L'étape 4, bien sûr, de mettre en place un plan d'action. Et puis l'étape 5, c'est le rapport et la finalisation. Alors, vous voyez, à gauche et à droite, il y a deux notions qui sont très importantes aussi. C'est la sensibilisation des parties prenantes tout au long de la démarche. Parce que si on fait quelque chose sans expliquer ou si on demande à un service ou à une personne de lui transmettre telle donnée, il faut savoir pourquoi elle doit transmettre cette donnée. En tout cas, elle sera beaucoup plus à même de le faire si elle comprend pourquoi et dans quel cadre ça s'imbrique. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise aussi beaucoup la fresque du climat au tout début des lancements des démarches pour sensibiliser toutes les personnes qui vont être associées à la démarche, tout simplement. Et puis, comme je le disais, l'idée, c'est de renouveler assez régulièrement cette étude pour pouvoir piloter les performances.
Alors là, après, je détaille un petit peu les différentes étapes, mais je peux passer assez vite. La nomination d'un pilote et la définition des objectifs. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un prérequis et un engagement de la direction qui doit être juste important et absolument indispensable pour que la démarche se passe bien et que la personne qui doit aller chercher les données soit légitime vis-à-vis des services qu'elle va solliciter. La détermination des paramètres de l'étude, donc j'en ai parlé un petit peu sur déterminer l'année de référence, le périmètre organisationnel, donc à savoir quels sont les sites et les installations à prendre en compte, quels sont les postes à prendre en compte, et le périmètre temporel, ça je ne l'ai pas encore dit, effectivement, un bilan carbone se réalise classiquement sur 1 an. Donc après, c'est une année civile ou une année une année fiscale, enfin voilà, après ça c'est au choix de l'entreprise ou de la collectivité, mais en tout cas, c'est sur une année. Je passe à la suivante. Qu'est-ce que c'est là ? Donc ça, c'est l'exemple d'une cartographie de flux pour ne rien oublier quand on fait un bilan carbone complet. Hein. Ce n'est pas dans le cadre d'un bilan gaz à effet de serre réglementaire ou gaz à effet de serre réglementaire, on va être uniquement sur l'énergie, donc le point central tout en haut, et puis le point central tout en haut avec l'énergie, l'électricité et le gaz. Si on veut faire un bilan carbone complet, voilà la cartographie et l'ensemble des données qu'on va devoir aller chercher. Ça, c'était pour l'exemple pour une pharmacie, pour un laboratoire pharmaceutique. Hop. Une fois qu'on a fait cette collecte des données, eh bien, on va devoir les exploiter. Donc, on a la donnée d'activité, le kilowattheure, le kilo de tomates, la tonne de papier, les mètres carrés exploités pour le bâtiment, etc. Et on va utiliser un facteur d'émission qui est issu de la base carbone, de l'ADEME, toujours. Hein. Donc, ça, c'est des sites, si vous mettez base carbone de l'ADEME, vous avez accès à tous ces facteurs d'émission qui permettent de traduire finalement ces kilowattheures en tonnes CO2 ou ces kilos en tonnes CO2. Voilà. Et ce qui est important de noter peut-être sur cette slide, c'est qu'il y a toujours des incertitudes assez importantes et que la notion d'incertitude est inhérente à la réalisation d'un bilan carbone, puisqu'il y a des incertitudes sur la donnée d'activité. Il peut y en avoir. On peut être très précis hein, sur les factures d'énergie, par exemple, mais on peut être un peu moins précis sur le tonnage de tomates utilisé sur un restaurant sur l'année. Donc, il y a des incertitudes sur les données d'activité, des incertitudes sur les facteurs d'émission qui sont des facteurs d'émission, encore une fois, issus de la base carbone ADEME et donc reconnus officiellement, mais sur lesquels il y a des incertitudes. Par exemple, pour l'énergie, en France, on est à 69 grammes de CO2 par kilowattheure à plus ou moins 30%. Voilà. Et donc, la combinaison de ces deux incertitudes sur la donnée et sur le facteur d'émission va donner des incertitudes sur les impacts. Et il est très important de présenter ces incertitudes et de les prendre en compte. Donc ça, c'est des exemples de données qu'on va devoir aller chercher sur les différents postes. Donc, sur l'énergie, c'est la consommation des locaux en tonnes, en litres, en mètres cubes ou en tonnes équivalent pétrole. L'achat d'électricité, les kilowattheures, les masses de gaz frigo qui ont été remis dans les installations s'il y a eu des fuites, la nature des déchets et le tonnage par catégorie de déchets. Voilà le type d'informations qu'on va devoir aller chercher pour finalement obtenir, j'accélère un peu, pour finalement obtenir un profil comme celui-là. Donc ça, c'est un profil pour une caisse régionale de banque. Où vous voyez la barre d'incertitude qui apparaît, mais quelle que soit l'incertitude, finalement, je sais que mon poste énergie, c'est le premier poste. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir agir sur ce poste-là? Est-ce que j'ai déjà mis en place des actions je sais pas, relamping ou autre, ou de récupération de chaleur, par exemple, des chambres froides ou d'autres actions encore éligibles, par exemple, au C2E, hein, au certificat d'économie d'énergie. Donc, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de voir quels sont les postes qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc là, dans cet exemple-là, pour la caisse régionale de banque, on est sur une activité tertiaire, donc il y a effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements domicile-travail, voilà, avec les salariés qui se déplaçaient souvent. Et d'ailleurs, ça a été une des actions derrière qui a été mise en place par la banque, c'est effectivement de réaffecter ces salariés sur des sites plus proches que là où elle travaillait au départ, avec une incertitude pour le coup quand même assez forte sur les déplacements domicile-travail. Et puis, vous voyez, on peut classer comme ça, finalement, chacun de nos impacts par rapport aux postes prioritaires et identifier les postes prioritaires sur lesquels on va devoir agir, les hiérarchiser. Et là, je crois que j'arrive à la fin pour le coup.
Là, c'est les livrables. Une fois qu'on a fait tout ça, donc je n'ai pas mis de slide, mais sur les méthodologies pour travailler sur les plans d'action. Mais bon, je suis à votre disposition pour en discuter et pour vous apporter des précisions si nécessaire. Et une fois qu'on a travaillé donc sur le profil qu'on a vu juste avant et les plans d'action, et bien derrière, on remet tout simplement un rapport avec le rappel du contexte, les fichiers de collecte. Donc ça, c'est très important, hein, la procédure de collecte, parce que c'est ce que je vais utiliser les années suivantes pour mettre en place et pour réaliser ma V2, ma V3 du bilan carbone. Donc, c'est vraiment très important de bien mettre en place effectivement les fichiers de collecte et la trame de collecte, qui s'occupe de collecter quelles données, etc. Bien sûr, les hypothèses de calcul, les coefficients de conversion. Après, donc, les résultats avec les émissions associées en valeur cumulée. Les incertitudes, les ratios et indicateurs de performance. Donc après, l'idée, c'est effectivement de dire, vous voyez, tout à l'heure, je disais, un repas végétarien, c'est en gros, un repas végétarien, on est à 0,45 kg CO2 par repas. Bon, là, l'idée, ce sera pour un restaurant, peut-être de savoir où est-ce qu'il se positionne par rapport à cet indicateur-là. Et enfin, des listes de pistes d'amélioration. Et pour finir, mon écosystème, l'écosystème avec lequel je travaille. Donc, c'est effectivement la licence de l'ABC, l'association bilan carbone, avec l'habilitation pour réaliser des bilans carbone et accompagner les entreprises et collectivités. Je travaille aussi avec un partenaire qui propose une solution logicielle en mode SaaS pour réaliser toute la partie collecte, mais aussi la partie plan d'action qui s'appelle Tuvalu, qui est un éditeur de logiciels donc, spécifique bilan carbone et RSE plus largement. Mais moi, j'utilise essentiellement le module bilan carbone. La Fresque du Climat, qui est l'association dont je suis membre, qui vise à sensibiliser donc, tous les citoyens et les acteurs du territoire aux enjeux climatiques. Et puis sur l'aspect restauration, parce que c'est quand même un des secteurs sur lesquels j'interviens le plus, mais pas uniquement, hein, comme je le disais, mais le plus. Je travaille aussi avec l'association Bon pour le Climat, qui propose notamment un éco-calculateur en ligne qui permet d'évaluer le poids carbone d'un menu, d'un plat. Voilà. Merci Vincent, c'est super intéressant. Un petit peu dense. Je vais prêcher pour ta paroisse puisque j'ai eu l'occasion de faire une fresque du climat à distance pendant le confinement et je te confirme, c'est absolument super et j'invite tout le monde à en faire une. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse recréer des événements en physique pour pouvoir organiser une fresque du climat dans notre espace et ce serait vraiment super. J'ai pas vu de questions, mais par contre tu fais aussi un nouveau webinaire dans un mois, donc si tu veux en parler, c'est le moment. Eh ben, écoutez, en tout cas déjà merci de la participation à chacun des participants. Je reste à votre disposition pour toute question. On échangera nos coordonnées. Et à la fin, il y a une slide aussi d'ailleurs avec mes coordonnées que je vais afficher. Voilà. Et effectivement, alors comme je le disais en préambule, j'ai deux grands volets sur lesquels j'interviens. C'est vraiment la lutte contre le changement climatique et la restauration responsable. Et donc, je fais un webinaire effectivement dans un mois pile, le 4 mars, sur la restauration responsable et le développement durable, la RSE en restauration responsable. Donc, de manière très pratico-pratique, quels sont les enjeux et quelles sont les actions que je peux mettre en place pour réduire l'impact RSE, l'impact développement durable de mon restaurant, l'empreinte RSE de mon restaurant. Merci encore, Nathalie. Merci beaucoup, Vincent. Je ne vois pas de questions. Tout le monde te remercie. Hein. Tu vois les questions défiler. Et moi, c'est gentil. Merci. C'était très intéressant. C'est un peu mon domaine aussi, donc forcément, ça m'intéresse. Donc, voilà. Eh ben, merci à toi. Merci à vous. À dans un mois ou plus tard et portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.